Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est compliqué de parler de ville du futur au Havre parce que le Havre, c'est une sorte de ville du futur, celle qu'a conçue et réalisée il y a, à la fin de la guerre, Auguste Perret, mais pas exactement au terme d'un patient exercice de prospective tel que celui qui a été mené il y a 6 ou 7 ans au Havre, mais tout simplement parce qu'il fallait reconstruire la ville détruite par les bombardements alliés et de préférence très vite. Et donc ça doit nous rendre un petit peu modeste au fond quand on imagine la ville du futur, tant sur le processus qu'on va mener que sur le résultat. Et plutôt que de vous raconter ce que sera la ville du futur, je vais vous proposer, en accéléré, de jouer à imaginer ce que pourrait être votre ville du futur. On va se servir pour cela d'un jeu, du jeu des transitions que nous avons imaginé dans le cadre d'un de nos exercices de prospective, celui de 2014-2015, sur la thématique des transitions. Alors, transition, pourquoi pour une ville? Parce que c'est l'expression qu'on utilise, au fond, à la fois pour parler de transition démocratique, démographique, écologique, numérique, énergétique, pour décrire la transformation d'un système complexe. La ville est un système complexe, depuis un certain état historique, mais devenu instable, insoutenable, vers un nouvel état, à peu près stable et adapté aux conditions du moment. Et bien sûr, il y aura une histoire entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que la transition, ça décrit également en narratologie, en étude des récits, au fond, la plupart des récits de fiction qui vont raconter l'histoire d'un héros. Ici, notre héros est un système complexe, mais un bon héros, on espère qu'il est un peu un système complexe, qui vit sa vie, il n'y a pas grand-chose à en dire, et puis un certain nombre d'éléments perturbateurs font que cette petite vie ne peut pas être continuée comme auparavant. Il faut se mettre en mouvement jusqu'au moment où il n'y a plus rien à raconter, parce qu'on a retrouvé une forme de stabilité. Et donc, on va essayer de raconter effectivement l'histoire de la transformation des villes comme celle d'une transition. Et le plus facile, c'est évidemment de se mettre d'accord sur les éléments de départ, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la situation, l'état de notre ville ne peut pas continuer tel qu'on est aujourd'hui. Et classiquement, ces éléments perturbateurs qui démarrent l'histoire rentrent dans 3 catégories. Les tendances lourdes, celles qui s'imposent à nous, auxquelles on ne peut pas faire grand-chose, changement démographique ou changement climatique. Les contradictions internes, les choses qu'on savait gérer pendant un certain temps, puis qu'au bout d'un moment, on ne sait plus gérer. Peut-être, par exemple, la montée des inégalités, et puis les innovations, les changements de pratiques, les propositions techniques, économiques, sociales, qui viennent petit à petit subvertir l'ordre des choses jusqu'au moment où, là encore, il ne peut pas être tenu. Alors si on veut symboliser vite, évidemment, puisque cette histoire de transition, on se la raconte vraiment très vite, on va pouvoir symboliser les tendances lourdes et les contradictions internes au travers d'un schéma que j'aime bien, qui est le beignet, le donut de Kate Raworth, qui en gros décrit les frontières supérieures et inférieures à l'intérieur desquelles nos schémas de développement vont devoir se situer. Les frontières supérieures, ce sont celles de l'écosystème, celles en dessous desquelles nous devons rester ou en dessous desquelles nous devons revenir, telles que le changement climatique, si nous voulons que notre planète reste à peu près amicale à la vie humaine, surtout quand on est 9 milliards. Et puis en dessous, nous sommes également contraints, ici par les objectifs du millénaire ou du développement durable, c'est-à-dire que nous n'avons pas précisément l'option de savoir si oui ou non nous sommes d'accord pour faire en sorte que le 1,5 milliard d'humains qui vit avec moins d'1,25 $ par jour monte un peu en niveau de vie, ou si le milliard et quelques d'humains qui n'a pas accès à de l'eau assainie puisse y avoir accès. C'est une contrainte, ça fait partie des contraintes, et donc nos options sont encadrées en haut et en bas par cela. Et puis l'innovation, si on veut la synthétiser très vite, on va la décrire au travers du numérique, et sur le numérique, il faut faire absolument 3 alertes, en ce qui concerne en tout cas son interaction avec la ville. La première, c'est qu'en général, quand on va décrire les effets du numérique sur un grand système, on va commencer par décrire quelque chose qui va le rendre plus productif, plus efficace, mieux géré, plus intelligible, ce qui d'ailleurs le rend parfois un petit peu inquiétant. Mais dans notre expérience quotidienne, le numérique, c'est le contraire.
Le numérique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis vont renverser des voitures Uber. C'est ce qui fait que nos mobilités, nos manières de travailler, notre quotidien est complètement transformé et devenu de plus en plus imprévisible. C'est par le numérique qu'émergent de plus en plus de nouvelles propositions, de nouvelles pratiques, de nouvelles entreprises, de nouveaux modèles économiques. Et donc le numérique est bien sûr l'agent du désordre. Et parmi ces agents du désordre, il y a vous. Il y a vous ou nous, comme citoyens, devenus de plus en plus non pas seulement consommateurs d'informations, mais producteurs d'informations, mais capables de coordination, mais capables d'innovation, même à des tout petits niveaux, produisant des cartes, produisant des nouvelles prothèses dans les Fab Labs, produisant toutes sortes de choses qui sont en train de s'imposer comme des acteurs beaucoup plus importants du quotidien de la transformation urbaine, acteurs dont il va falloir prendre en compte. Alors voilà, on a nos points de départ, on a nos éléments, notre histoire peut commencer. Comment est-ce qu'on va l'écrire après? Il y a classiquement deux manières d'écrire une histoire quand on a démarré par le début. On peut soit l'écrire un peu comme elle vient, c'est-à-dire comme on va la vivre, hein, événement après événement, décision après décision, etc. Ou bien on peut un peu tricher, on appelle ça faire de la stratégie, et on peut se dire voilà où je voudrais arriver. Et ensuite, essayer de raconter l'histoire qui a la plus grande chance de nous amener de là où nous partons à là où nous aimerions arriver. Il y a beaucoup de modèles qui se proposent aujourd'hui comme étant des points d'arrivée désirables. Le plus puissant d'entre eux est probablement aujourd'hui celui de la Smart City, celui de la ville intelligente, qui est puissant, attractif probablement parce qu'il marie deux choses. Il marie d'une part certains des aspects les plus spectaculaires des technologies numériques d'aujourd'hui, l'Internet des objets, les data et les fameux big data, et toutes sortes de modèles d'optimisation, de décloisonnement des différents systèmes, etc. Et puis parce qu'il propose quelque part une espèce de résolution sans douleur, à peu près apolitique, de la plupart des contradictions urbaines d'un coup. La ville intelligente, décrite dans beaucoup de littérature et de modèles, tel que ce schéma qui est assez récent, c'est à la fois une ville plus prospère, plus dynamique, où les services sont meilleurs, elle est également plus sûre, elle est également plus verte, elle est plus égalitaire. Et quand on a un seul modèle qui d'un seul coup et sans douleur résout autant de problèmes, eh bien, il faut qu'une petite alerte sonne à notre oreille en disant quelque chose doit clocher. Et c'est vrai quand même que, ayons en tête que s'il y a une entité humaine qui se comporte rarement comme on l'attend, c'est la ville. L'une des éco-villes et des villes intelligentes du futur dont on parlait encore comme l'un des modèles à venir il y a 2 ans, c'est Tianjin. Aujourd'hui, Tianjin, on pense cyanure. C'est nous dire qu'il faut être un peu prudent. C'est nous dire en tout cas, non pas que le modèle de la ville intelligente est un mauvais modèle, il y a plein de choses intéressantes dedans, mais qu'au fond, la question de ce qu'est le modèle de la ville de demain, c'est une question ouverte, c'est une question qui, en fait, à l'ère numérique, est en fait beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était hier, plutôt que moins. C'est une question qui va se discuter d'une manière conflictuelle, d'une manière créative, qui ne se résoudra d'ailleurs pas seulement par des grandes décisions collectives, mais également par une myriade d'actes individuels. Et donc, du coup, je ne vais pas non plus vous raconter la fin de l'histoire. Je vais vous donner peut-être quelques clés pour essayer à nouveau de réfléchir à la fin de votre histoire, de votre ville, en espérant que du coup, le Havre du futur n'est pas le Châteauroux du futur, qu'il n'est pas l'Amsterdam du futur, qu'il n'est pas le Lagos du futur, que toutes ces villes soient encore plus différentes qu'elles ne sont aujourd'hui, plutôt que moins différentes. 3 considérations rapides. La première, quand même, c'est que s'il y a une quasi-certitude, en tout cas que je partage avec moi-même, c'est que les villes de demain sont, parce qu'on est dans le beignet que je vous décrivais tout à l'heure, plutôt plus dense que moins dense, en tout cas qu'il faudra qu'elle cesse de s'étaler de manière indistincte, en nappe, sur le territoire. Est-ce qu'il y a manière de faire ça d'une manière plaisante, intelligente, agréable ? Je pense que oui. Vous avez peut-être ici un exemple avec un schéma d'architecte sur ce que pourrait être Paris, qui nous l'indique, on aime pas. En revanche,
si cette ville plus dense, très dense, était gérée par un grand système informatique unique, avec une salle de contrôle de type NASA, telle qu'on les trouvait d'ailleurs au début dans la littérature sur les villes intelligentes, plus maintenant, on serait quand même pas très loin du cauchemar de science-fiction. Heureusement, il y a un autre modèle. Un modèle qu'on peut tirer quelque part de l'Internet, qui dit on peut aujourd'hui faire des systèmes très très grands, très vastes, sans planification centrale, fondés sur l'initiative et l'articulation de toute une série d'acteurs, petits et grands, entreprises et associations et acteurs publics, amateurs et professionnels, et c'est l'une des forces en particulier de l'autre numérique, celui qui se situe délibérément du côté du bordel ambiant. C'est le modèle de l'Internet que Jeremy Rifkin propose d'étendre à l'Internet de l'énergie et d'autres autour de l'économie circulaire, de l'économie collaborative ou de l'économie contributive. C'est un modèle pour la ville de demain que le numérique peut permettre d'agencer d'une manière particulièrement efficace. En revanche, du coup, l'enjeu qui subsiste est celui de l'articulation entre l'individuel et le collectif, entre le très local et le global, entre l'expérience micro et les grands systèmes. Et l'enjeu, c'est de réinventer ce niveau-là. Il y aura toujours des grandes architectures, il y aura toujours des grands acteurs, il y aura des infrastructures. Faire tourner des réseaux de trains, c'est bien que ce soit des grands professionnels qui fassent ça. Mais il faudra que tout cela s'agence. Et il y a des manières nouvelles de le faire. Regardez par exemple ce que Brighton et d'autres villes autour du mouvement des espaces partagés essayent d'imaginer en faisant disparaître dans la voirie les séparations, les barrières, la signalétique, en disant non, en fait, aux gens de réinventer les manières, probablement d'ailleurs différentes, le matin, le soir, l'été, l'hiver, le week-end et en semaine, d'occuper cet espace collectif. On peut penser aussi à Milan, qui essaye de réfléchir à la manière de passer du slow food, attitude individuelle, à la slow city, nourrir une ville de plusieurs millions d'habitants sur des bases d'agriculture locale, voire d'agriculture urbaine. Donc on a le début, on a la fin, on a éventuellement une esquisse de modèle de gouvernance qui s'appuie sur les puissances du numérique en termes de coordination, en termes d'assouplissement des espaces, en termes de participation des gens à la production, y compris de services publics aujourd'hui considérés comme étant au cœur des services publics de professionnels en matière de santé, en matière d'assistance aux personnes âgées, en matière d'éducation. Il ne reste plus qu'à écrire l'histoire du milieu. On ne va pas le faire ensemble ici. Juste 2 alertes sur cette histoire. La première, c'est qu'une bonne histoire, une histoire humaine, c'est une histoire un peu compliquée. Ça ne peut pas être l'histoire du passage triomphal de l'état actuel à l'état futur. C'est forcément une histoire à rebondissement, avec des conflits, avec des crises, avec des décisions difficiles à faire, avec des arbitrages à prendre. Et enfin, il y a déjà de ce futur, y compris chez vous, des signaux, et donc le début de l'histoire, il va s'appuyer sur les raisons de changer, et vous allez voir tout de suite que vous trouverez localement un certain nombre de signaux. Le futur, celui même que vous pourrez désirer, il est présent en gestation dans votre territoire, chez les acteurs de l'économie positive. Et donc c'est maintenant à vous de jouer, à vous de faire ce jeu si ça vous intéresse, et ce jeu, il est téléchargeable ici. Je vous remercie beaucoup.